constituent plus d'1% de la population burkinabé. Nous parlons des personnes vivant avec un handicap. Laisser ces personnes en marge des opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication nourrirait davantage la fracture numérique et éloignerait de la politique d'inclusion prônée par les gouvernants. Votre émission Startup à la télé va aujourd'hui à la rencontre d'un passionné de l'informatique et qui a surtout fait de l'accès universel aux technologies de l'information et de la communication un combat personnel. La Sobatic, la société burkinabé d'adaptation des TIC, s'installe dans votre émission Startup à la télé. Bienvenue. Faire profiter de l'ensemble des services et outils numériques aux personnes vivant avec un handicap, notamment le handicap visuel, c'est le combat de Issifou Sorgo, convaincu que ces outils peuvent permettre à ces personnes de participer pleinement au développement du pays. À travers sa start-up Sobatic, Issifou Sorgo développe et commercialise des kits numériques adaptés aux besoins des personnes vivant avec un handicap. Focus. Handicapé visuel, Aboubakar Djerman était loin de s'imaginer qu'il pourrait un jour manipuler un smartphone ou un ordinateur à sa guise. Et ce qu'il qualifie de miracle se produit lorsqu'il fit la connaissance d'Issifou Sorgo, le fondateur de la Sobatic, la société burkinabé d'adaptation des TIC. Moi, avec le téléphone, aujourd'hui, j'arrive à me connecter, j'arrive à écrire des messages, échanger avec des amis, voilà, sur WhatsApp et les autres réseaux sociaux. Auparavant, même pour appeler quelqu'un, tu es obligé de faire appel à quelqu'un pour qu'il puisse lancer l'appel pour toi. Accroître l'accessibilité des personnes vivant avec un handicap visuel aux sources d'informations disponibles sur Internet et faciliter leur insertion socio-professionnelle par l'utilisation des TIC, voici tout le sens du combat de cet homme qui a perdu la vue à l'âge de 4 ans. Et en 2014, le Burkina a recruté une centaine de personnes handicapées, soit une trentaine de personnes en situation de handicap visuel. Et après le recrutement, quand ces gars sont arrivés au service, on ne sait pas quoi on les confie. Vous leur donnez quelque chose avec écrit au bic, ils ne peuvent pas lire. Vous les envoyez aller faire une course, ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Alors que moi, je savais qu'avec les technologies de l'information et de la communication, ces personnes-là pouvaient arriver à exploiter les documents qu'on leur remettait pour pouvoir travailler. Il faut que ceux-là qu'on recrute là, méritent leur salaire à la fin du mois. D'où je suis allé faire ce qu'on appelle l'adaptation des TIC. Je fais la formation, j'adapte les TIC et je forme ceux-là qui ont besoin. Passionné des TIC, Issoufou Sorgo, après des études en lettres modernes, se forme en informatique adaptée et devient lui-même formateur. Grâce à son génie, il propose des solutions adaptées et accessibles financièrement aux handicapés visuels. Passer un appel téléphonique, naviguer sur Internet, lire ou envoyer un mail, lire ou écrire un texte, tout est possible grâce aux solutions proposées par la Sobatic. Pour quelqu'un qui ne voit pas l'écran d'office, il ne peut pas utiliser. Voilà. Donc, ce que nous faisons derrière, nous venons avec la vocalisation. Nous, on a le choix, on fait la vocalisation, on peut faire la vocalisation gratuitement avec les logiciels gratuits, tels que NVDA ou quelque chose comme ça, où on fait appel au démarrage avec la voix Microsoft Gérance de Windows. Mais avec ces voix et ces vocalisations-là, c'est vraiment basique. On ne peut pas faire du travail professionnel avec ça. Donc nous, on a créé ce que nous on a appelé le accéder au bureau par la voix, ABV. C'est une synthèse vocale qui est un condensé des logiciels, d'autres logiciels qu'on a trouvés gratuitement et d'autres également qu'on a conçus avec des partenaires de Pro Access qui nous permettent quand même de vocaliser de façon professionnelle la machine. Donc ça peut rentrer dans tous les paramètres. Pour les professionnels, on a juste FinReader qui est un logiciel qui permet de prendre des images, les traduire en texte et de prendre des textes, les traduire en images. Et quand un agent en situation de handicap visuel rentre chez moi, en un mois,
s'il repart au service, il est carrément métamorphosé. Parce que vous allez lui donner du papier, avec son simple téléphone, il arrive à vous dire le contenu et à vous orienter. Ou bien, s'il doit l'exploiter, il scanne et il fait les modifications nécessaires. Le braille là, c'est bon. Mais on est toujours limité. Parce que quand vous apprenez le braille aujourd'hui et que vous rentrez dans un milieu avec les personnes dites valides, c'est vous seulement qui connaissez ce que vous dites. Ils ne vous croient même pas. Issoufou Sorgho totalise plus de 15 ans d'expérience en qualité de formateur en informatique adaptée. Pour lui, avec les TIC, tout est possible. Et il reste convaincu que ce jour viendra où les personnes vivant avec un handicap visuel conduiront des voitures. Alors, bonjour, Monsieur Sorgho. Bonjour. C'est vraiment passionnant ce que vous faites, l'adaptation des outils et services informatiques à l'utilisation des personnes vivant avec un handicap. Dites-nous comment s'est faite la rencontre avec l'informatique quand on sait que vous avez une maîtrise en lettres modernes. Quand j'étais à l'université, j'ai eu un ami qui est venu d'Europe. Qui, en Europe déjà, ils sont en avance. Les personnes en situation de handicap visuel utilisent l'outil informatique. Donc, étant une personne en situation de handicap, quand il est venu, il m'a présenté son outil et il m'a appris à un peu tâtonner dessus. Et il m'a offert un ordinateur avant de repartir. Et quand il est reparti, je me suis inscrit directement dans dans une association qui donne des cours en ligne en Europe. Et ensuite, j'ai fait les cours avec cette association il faut dire que la rencontre c'était en 2013 et j'ai fait les cours jusqu'en mi-2014. Et c'est ainsi que j'ai rencontré l'informatique en réalité. Alors, de votre formation personnelle au combat pour l'accès des personnes vivant avec un handicap à l'outil informatique, quel a été le déclic? Il faut dire que d'abord, moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'une personne en situation de handicap peut également contribuer au développement de son pays. Et nous avons, avec les autres à l'université, participer à la lutte pour l'accession à l'emploi des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut travailler efficacement ne peut pas le faire sans l'outil informatique. Donc, d'où cette volonté-là, voilà, de participer à la formation et à l'acquisition des outils informatiques pour les personnes en situation de handicap. Alors, vous parlez d'accessibilité. Est-ce une accessibilité physique ou financière ou vous travaillez sur les deux bords? Il faut dire qu'en Europe, il y a des entreprises qui travaillent, eux, ils conçoivent l'outil déjà à la base pour la personne en situation de handicap. Mais nous, chez nous ici, on n'a pas actuellement cette force-là. Donc nous prenons ce que nous avons sur le marché et on essaie d'adapter ça à l'utilisation de la personne en situation de handicap. Mais il faut dire que pour un Burkinabé moyen, une personne en situation de handicap de surcroît, pour pouvoir financièrement accéder aux outils numériques, c'est compliqué. Donc, nous proposons seulement les outils déjà accessibles, mais en matière de paiement, nous appliquons ce que nous appelle le paiement par tranche. Parce qu'il est compliqué pour une personne en situation de handicap de trouver 200 000, 225 000, 250 000, souvent 300 000 pour acheter un ordinateur. Mais quand vous lui dites qu'il a la possibilité de verser 40% au départ et de verser les 60% en 6 ou 10 mensualités, bon, les 40%, peut-être il peut trouver ça au départ, mais les 60% là, bon, même s'il négocie avec des proches, comme c'est un outil important pour lui, je pense que certaines personnes pourront l'aider. Alors, une fois l'outil offert ou acheté, est-ce que vous assurez le service après-vente? On fait une approche avec la personne, on essaie de voir les besoins réels de la personne et on conçoit l'outil. Ensuite, derrière, on fait la formation et on fait la maintenance. Ça veut dire que durant le processus de paiement des tranches de la personne, on fait le suivi. Et même après quand la personne a un souci avec son ordinateur, il peut toujours nous faire appel et on intervient toujours.
Ok. Alors, il y a l'outil informatique, il y a une multitude d'outils. Aujourd'hui, quels sont les outils sur lesquels vous travaillez pour rendre ces outils-là plus accessibles aux personnes vivant avec un handicap? Il faut dire qu'aujourd'hui, nous travaillons sur le matériel physique, le hardware, mais on travaille également sur le software, ça veut dire les logiciels. Ben, nous sommes plus axés sur la conception du tout. Hein. Nous partons du matériel physique et du matériel informatique. Donc, il faut dire que actuellement, on a les objets, surtout les objets connectés, que nous avons avec des partenaires en Europe. Ça veut dire que nous importons les objets, le matériel déjà configuré, mais nous également, nous faisons de la configuration. Notre travail de base même, c'est la configuration. Mais il y a des domaines auxquels nous n'avons pas encore franchi. Donc, on prend du matériel avec des partenaires en Europe pour pouvoir les proposer aux utilisateurs ici. Par exemple, vous savez ce qu'on appelle la machine à lire, par exemple. La machine à lire, par exemple, c'est une machine qui permet à une personne en situation de handicap visuel de tenir une feuille comme ça et de pouvoir lire le contenu. On a plusieurs formats. Donc, c'est des objets comme ça que nous importons. Mais hormis ça, nous concevons également ce qu'on appelle le kit d'autonomie professionnelle du travailleur non-voyant. C'est un kit composé d'ordinateurs, de smartphones et de scanners qui permet à une personne en situation de handicap, un professionnel, de pouvoir travailler correctement dans un bureau, et avoir accès aux documents physiques, avoir accès aux documents numériques et pouvoir répondre aux mails, aller sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un kit complet que nous fournissons. Okay. Donc, ça veut dire qu'on travaille sur du tout, le hardware, le software, ainsi de suite. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'État fait assez ou pas? L'État, c'est un père de famille qui a beaucoup d'enfants. Bah, il fait ce qu'il peut. Mais derrière, je pense que c'est nous autres là, ce sont les entreprises privées, ce sont les associations qui doivent faire la grosse part du boulot. Donc je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut. Il peut mieux faire s'ils avaient enclenché un processus pour prendre en compte les avis de ceux-là du milieu. Je parle par exemple de la Sobatic. Par exemple, s'ils avaient, pendant le recrutement, bon, nous voulons tel profil, et quel poste peut être adapté. Et voilà, si on nous avait approché, par exemple, depuis le recrutement, je pense que bon, les agents allaient être plus efficaces. Mais bon, il faut le dire, hein, on recrute, mais aujourd'hui, force est de savoir que ceux-là qui sont recrutés, généralement, quand ils arrivent au bureau, bon, c'est pour... je ne sais pas comment je vais... C'est pour passer le temps. Voilà, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. On n'utilise même pas aujourd'hui les 1% des potentialités de ceux-là qu'on recrute. Et vous pensez que le numérique peut aider à libérer tout le potentiel des personnes vivant avec le handicap? Jusqu'à quel point est-ce que ce numérique-là peut aider vraiment à autonomiser, à rendre plus efficaces ces personnes-là? Il faut dire que la personne en situation de handicap, quand vous la recrutez, vous avez... non seulement, c'est une personne, quand il arrive au travail le matin, il vient avec un guide, le guide ne peut pas rester avec lui jusqu'à... Oh là là, donc quand lui vient au travail, c'est vraiment pour le travail qu'il est venu. Il vient au travail le matin, il repart le soir. Il est sur place, rarement il sort du bureau pour faire autre chose. Donc, quand il est venu, quand la personne vient, elle vient pour le travail. Et si vous lui donnez des outils adaptés, il serait très efficace. Quelqu'un qui peut avoir accès aux documents physiques, savoir c'est tel courrier, c'est destiné, qu'est-ce que le contenu, c'est vraiment bénéfique. C'est vraiment bénéfique et je dirais même pour pouvoir exploiter son potentiel à 200%. Okay. Oui. Alors, revenons à votre parcours. Vous avez travaillé dans des sociétés, puis vous avez décidé de vous consacrer aujourd'hui à votre entreprise, la Sobatic. Alors, pourquoi ce choix-là? Vous n'avez pas trouvé votre place dans la fonction publique ou dans ces sociétés où vous êtes passé? Ou pourquoi ce choix-là, le chemin de l'entrepreneuriat? Je suis quelqu'un qui pense qu'il peut contribuer plus que ce qu'on lui demande de faire.
Voilà. Si je prends des initiatives personnelles, je peux contribuer plus. La preuve, quand vous regardez, depuis 2014, j'ai participé à la lutte. C'est moi qui étais au front pour l'employabilité des personnes en situation de handicap. Et après, j'ai vu derrière que, en fait, ceux-là qui étaient recrutés, on les exploite. On n'arrivait pas à les employer convenablement. Et je suis passé à l'adaptation des outils pour permettre qu'on les utilise convenablement. Que ces personnes-là soient fières d'appartenir à une communauté, qu'ils puissent mériter le salaire qu'on les donne à la fin du mois. Comment se porte la Sobatic? Est-ce que vous vous en sortez? Bon, il faut dire Dieu merci. Dieu merci, on rend grâce à Dieu. La Sobatic se porte bien. Et il faut dire que l'année 2020, on dira, a été vraiment notre année. Voilà. On a été, il faut dire que la Sobatic, l'origine de la Sobatic même, en fait, c'est à partir du programme du PNUD, projet Femmes, Jeunes, Entrepreneurs et Citoyenneté. Voilà. C'est dans ce processus-là, on a été recruté en tant qu'entreprise naissante. Ensuite, la Sobatic a été formalisée le 7 août 2020, à côté. Mais au-delà de ça, il faut dire qu'on a eu un soutien du Profegec pour démarrer à hauteur de 2 millions de francs CFA. Ensuite, on a été lauréat du prix Orange national et lauréat du prix spécial 10e anniversaire du prix Orange. Et on a été également lauréat du prix Coup du cœur du jury Orange International. Et on est lauréat de Burkina Startup 2020 à travers la première cohorte. Et derrière, on travaille avec une équipe de 4 personnes au total, donc 2 permanemment et 2 à temps partiel. Alors, quels sont les projets d'avenir de M. Sorgo aujourd'hui? Il faut dire, en matière de projets, on en a plein, il y en a beaucoup. Pour citer quelques-uns, il faut dire que on a aujourd'hui l'objectif de pouvoir former 1500 personnes d'ici 2023. On a également pour objectif de concevoir 500 kits. Et nous voulons également toucher la scène internationale, l'Afrique de l'Ouest, à travers le projet Sobatic. Ça veut dire arriver à impacter les personnes en situation de handicap hors du Burkina. Et il faut également dire que nous, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est pouvoir adapter tout ce qui est numérique, que ce soit les plateformes, que ce soit les applications, que ce soit les trucs de grand public au Burkina Faso. Nous voudrons pouvoir tester leur accessibilité et pouvoir les rendre accessibles si ce n'est pas déjà accessible. Et après, derrière, pouvoir travailler avec le gouvernement burkinabé pour rendre vraiment inclusif tous les services qui sont dédiés au grand public. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous et bon vent à Sobatic. Merci également à vous, à la RTB. Et merci encore. Bonjour, Monsieur Boro. Alors, vous êtes le directeur du centre Sirala Bobo. Présentez-nous votre structure. Siralab, c'est un centre qui est chargé, qui a pour mission d'accompagner, en tout cas, faire la promotion de tout ce qui est entrepreneuriat et innovation. Donc, nous accompagnons les jeunes startups à mûrir leur idée de projet, du passage à l'idée de projet jusqu'à une entreprise viable. Nous sommes basés à Ouagadougou, à Koulba, immeuble Festival des Glaces, au 2e et au 4e étage. Ici à Bobo-Dioulasso, à Yéguéré, le quartier Yéguéré, et à Dakar. Alors, depuis votre installation à Bobo-Dioulasso, quel regard sur les projets que vous recevez, que vous accompagnez dans votre centre? Que ce soit les projets que nous avons accompagnés, les projets que nous n'avons pas pu accompagner, c'est des jeunes qui ont du potentiel. Ils ont juste besoin d'un peu d'accompagnement, de mentorship, de coaching pour pouvoir mieux structurer leurs projets. Vous savez que nous évoluons dans le secteur des technologies numériques. Bobo-Dioulasso abrite en fait l'école supérieure d'informatique qui est la référence en termes de formation des informaticiens. Donc les jeunes ont du potentiel, mais ils ont juste besoin d'encadrement. C'est ce que nous essayons de faire en tout cas pour pouvoir dynamiser l'écosystème avec tous les autres acteurs présents à Bobo-Dioulasso. Quel regard sur la start-up du jour qui est Sobatic?
la société burkinabé d'adaptation des technologies de l'information et de la communication, qui est également passée par Siralab, je crois. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons accompagné en tout cas Sobatic, société d'adaptation des technologies des TIC, portée par M. Issoufou Sorgo. Nous avons accompagné, nous avons été vraiment très fiers d'accompagner parce que c'est aujourd'hui en fait, il valorise en tout cas tout ce que nous faisons parce que par rapport déjà à son handicap, il a pu surmonter et puis se positionner pour donner la chance en tout cas à d'autres personnes en fait qui sont en situation d'handicap comme lui, qui pouvoir leur montrer l'opportunité qu'ils peuvent utiliser avec les TIC. On l'a croisé ici dans nos locaux lors de l'entretien dans le cadre d'un projet financé par le PNUD, pivoté en fait par le ministère de la Jeunesse, effectivement, mais financé par le PNUD, le Luxembourg, qu'on appelle le projet Femmes, Jeunes, Entrepreneurs et Citoyenneté, effectivement, qui est fini. On a reçu pas mal de candidatures, mais lors de l'entretien, en fait, il s'est démarqué, déjà pas forcément par le projet, mais par l'entrepreneur lui-même. Parce qu'effectivement, quand vous accompagnez des jeunes, il faut évaluer aussi le potentiel de l'entrepreneur. Déjà, le projet, c'est vrai, n'était pas très mature parce qu'il faisait de la formation déjà à l'ENAM et il accompagnait, mais il n'était pas trop focus projet. Voilà, il faisait de la formation, mais l'idée de mettre en fait un outil en fait adapté pour accompagner, je pense que ça, à Sira, il a commencé à visualiser ça. Sinon, au départ, effectivement, il était juste sur la formation à l'ENAM, former en fait les gens. Donc, quand il est venu après l'entretien, on a vu vraiment du potentiel à lui et il est motivé. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Donc, nous avons décidé en fait de croire à son projet et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes satisfaits parce que le projet a été, en tout cas, remporté pas mal de prix au-delà du Profijec. Et ça nous fait plaisir, nous réconforter en fait dans les startups que nous accompagnons. Que ce soit lui ou d'autres, mais c'est vrai que nous sommes sur lui. Mais ça serait une fierté en tout cas quand vous allez passer. Quand on passe aujourd'hui, on voit ces jeunes qu'on a accompagnés dans l'écosystème, dans la région des Hauts-Bassins, qui sont installés. C'est ce que nous gagnons en tant que structure d'accompagnement. Alors aujourd'hui, quand vous regardez Sobatic, quel est le sentiment qui vous anime? L'entreprise est installée, vous avez dit l'entreprise a reçu des prix. Alors quel regard aujourd'hui sur cette start-up-là et les conseils surtout pour l'avenir de la start-up? Pour pouvoir pérenniser l'entreprise, effectivement, c'est toujours le suivi en fait. C'est toujours le suivi de toujours se former, renforcer ses capacités, que ce soit au sein de Siralab ou dans d'autres structures, mais l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir une vision, continuer sur sa vision et continuer avec la veille concurrentielle, voir qu'est-ce qui se développe ailleurs et puis voir en fait comment on peut l'adapter en fait aux besoins du marché parce que c'est ça, les besoins évoluent et puis on est dans un monde très concurrentiel, surtout dans le numérique, donc c'est toujours adapté et pourquoi pas nous rejoindre en accélération parce que ça aussi c'est un package que les incubateurs offrent. Pour pouvoir voir effectivement, on a fini l'incubation, mais on peut rentrer en accélération pour pouvoir faire passer en fait le projet à l'échelle. Okay. Nous sommes à la fin de cet entretien. Dernier mot si vous en avez. Oui, je pense que vous félicitez déjà pour l'initiative et vous dire merci, comme je le dis au nom de l'équipe et au nom du directeur général de Siralab. Et d'encourager aussi les jeunes de l'écosystème à Bobo Dioulasso à s'intéresser en fait au centre d'accompagnement. Que ce soit pour l'incubation, mais fréquenter en fait les centres d'incubation, ça va vous offrir, ça vous donne en fait un réseau de jeunes aussi qui parlent d'initiative et d'entrepreneuriat. Et c'est le secteur privé qui va porter en fait les actions en fait du gouvernement. L'idée, c'est que nous, en tant que le secteur privé, on puisse accompagner. Mais ça ne peut pas se faire sans ces jeunes-là, parce que c'est, comme on le dit, c'est la jeunesse. Voilà, c'est eux d'abord et c'est eux qui vont faire le Burkina Faso de demain. Et on est tous d'accord, que ce soit on est statisticien ou quoi, si on fait les projections, on est tous d'accord que l'État ne pourra pas embaucher tout le monde. Alors, il faut pouvoir prendre des initiatives dès maintenant, identifier les problématiques de son environnement et voir comment, en fait, on peut mener à bien ces projets. Être passionné, surtout quand on est un entrepreneur, il faut être passionné et puis être patient. Okay. Merci pour tous ces mots et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà pour ce numéro de Start-up à la télé, un numéro plein d'enseignements. Il nous aura surtout enseigné que le handicap présente certes des contraintes au quotidien, mais qu'il peut être transformé en opportunité. Ce challenge, Issoufou Sorgo l'a réussi non seulement pour lui, mais pour toutes ces personnes vivant avec un handicap visuel.
des personnes auxquelles il offre aujourd'hui la chance de profiter des bienfaits du numérique. Rendez-vous le mois prochain pour une autre histoire aussi inspirante que celle de Issoufou Sorgho.